chers amis, Chodesh Tov, merci d'être venus. Oui, alors merci Sylvain et Lyon de filmer la conférence. Voilà. Donc, je voulais vous raconter l'histoire de notre imprimerie familiale. C'est une histoire qui s'étale sur 3 générations et qui passe sur 3 pays. Alors, ça commence avec mon grand-père, Jacques Yehuda Chapnik, et lui, il est né en Pologne et il s'établit en France. Mon père prend la suite. Mon père, c'est Henri Chapnik, que certains d'entre vous ont connu. Et moi-même, qui ai commencé en France et qui poursuit l'activité en Israël. Pour vous poser un peu le cadre, je ne vais pas entrer dans une description très exhaustive avec des dates, avec de la comptabilité. Je souhaite juste vous faire pénétrer dans les coulisses et capter des instants historiques, des moments d'émotion. La complexité de vous parler de ce sujet découle de la superposition en parallèle de plusieurs histoires. D'abord, on a l'histoire avec un grand H, principalement celle de l'Europe au XXe siècle. Ensuite, pour cette même période, on a l'histoire juive, avec tous ses drames et ses migrations. Pensez que le cas de mon père, qui a vécu 85 ans sans changer de pays, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Vous regardez autour de vous, tout le monde a migré au moins une fois. Et puis il y a l'histoire des idées, des utopies, des mouvements politiques, tous ces mots qui se terminent en isme. Et pour finir, sur tout cela, il y a l'histoire de l'imprimerie. On dit maintenant plus globalement la communication visuelle, avec toute l'évolution de la technologie. Donc, je vais essayer d'aborder le sujet à peu près en ordre chronologique. Au départ, il y a une idée, un concept qui doit être diffusé auprès du public. Et le concepteur veut faire connaître son, entre guillemets, produit, et y compris un produit, même si on se place dans le domaine des idées. Et pour publier, il emploie des journalistes, des dessinateurs, des photographes, des caricaturistes, qui vont mettre en forme tous les arguments. Et tout ce matériau est remis à l'imprimeur, et charge à lui d'en faire un tract, un journal, une revue, un livre, tout ce que vous voulez. Et pour effectuer cette tâche, l'imprimerie achète tout un tas de produits, du papier, de l'encre, du plomb, des caractères, auprès de fournisseurs. Et on organise un planning de travail avec le personnel. Et dans tout cela, les délais sont un élément primordial. Et au final, on livre un produit dont la qualité aura été contrôlée. Alors, dans tout ce contexte, l'imprimerie, c'est un lieu de vive discussion sur un fond de bruit de machine et une odeur spécifique liée à l'encre et au papier. Une odeur qui persiste encore des années et des années après même que les machines se soient arrêtées. Pour vous donner une anecdote, il y a quelque chose comme 6-7 ans, j'ai commencé à travailler au Jérusalem Post, ici à Jérusalem. Et c'était dans les anciens locaux de Romema. Et l'impression dans ces locaux, elle avait déjà été arrêtée depuis plusieurs années. Mais l'odeur persistait. Et quand je suis rentrée dans ce bâtiment, j'ai immédiatement senti une familiarité. Et là, je savais que j'avais envie d'y travailler. Qui parmi vous est déjà entré dans une imprimerie ? Bon, alors si vous n'avez pas l'occasion d'entrer dans une imprimerie, il y a un très très joli film israélien, Abilti Rishmim, c'est un film qui raconte les débuts du chasse. Et au centre du film, il y a une petite imprimerie de Jérusalem, son patron et le bouillonnement des idées. Et on entend à un moment dans le film le héros qui déclare, je vous cite en hébreu, après je traduis, Kol davar gadol behemet matril be'adam echad chez Pashut ni Maslow. Toutes les grandes choses, en vérité, commencent grâce à un homme simple qui en a assez. Et c'est ainsi que tous les combats contre les injustices pour faire avancer les idées de progrès
de progrès social, sont tous passés par des imprimeries. Et c'est la meilleure méthode pour rallier à une cause, pour convaincre les autres. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, dans notre univers, en découvrant la vie de mon grand-père. Alors, mon grand-père, sur la photo, c'est le monsieur qui est assis au centre, au fond, sur la deuxième linotype, qu'on voit à l'arrière-plan, tout au fond. Monsieur un peu fort. Alors, mon grand-père, Jacques Yehuda Chapnik, il naît vers 1898 à Częstochowa, en Pologne. Ses parents tiennent une auberge débit de boissons. Ils ont 5 fils et une fille. Et mon arrière-grand-père décide que ces 5 fils doivent chacun exercer un métier différent pour que les frères ne se fassent pas concurrence entre eux et qu'ils restent en bonne entente. Alors mon grand-père rentre en apprentissage et il devient typographe puis linotypiste. Et après la guerre de 14, le paysage de l'Europe s'est complètement transformé. Les empires se sont effondrés, l'empire russe, l'empire austro-hongrois, britannique, ottoman, enfin, il y a eu la révolution russe. Bon, et à part ça, en plus de cela, la situation n'est pas bonne pour les Juifs de Pologne. Il y a eu, c'est pas bon du point de vue économique. Je ne vous parle pas des pogroms récurrents. Donc, mon grand-père Yehuda décide de tenter sa chance à Paris en 1919. Et alors, mon grand-père suit un parcours d'imprimeur classique, c'est-à-dire qu'il a appris dans une ville, il va travailler dans une autre, il travaille chez plusieurs patrons pour compléter sa formation. C'est tout à fait classique dans le monde de l'imprimerie. On en trouve plein d'exemples dans le monde de l'imprimerie juive. Évidemment, les plus illustres que l'on connaît dans la littérature, ce sont des apprentis qui sont passés par les très hauts lieux du métier, qui ont été, selon les époques, Venise, Prague, Leipzig. Bon, mais Yehuda, lui, travaille sur des sites moins prestigieux de ce point de vue, mais d'une richesse intellectuelle considérable. Et à ce moment-là, quand mon grand-père arrive à Paris, c'est un carrefour de bouillonnement des idées, parce que se retrouvent là un grand nombre d'exilés qui doivent impérativement exprimer leurs idées et publier. Et c'est ainsi que Kerensky, qui est l'ancien Premier ministre russe, évincé par Lénine, arrive aussi à Paris en 1919. Oui, lui il est rose et il est évincé par les rouges de la seconde. Il est évincé par ceux de la deuxième révolution russe. Voilà. Et ce Kerensky monte une imprimerie au 32 rue de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement. Le 32 rue de Ménilmontant, c'est en bas de la rue de Ménilmontant, pas très loin du carrefour avec le boulevard de Belleville et le boulevard de Ménilmontant. Et la société s'appelle la Société Nouvelle d'édition franco-slave. Quelques années après, mon grand-père le rejoint et s'associe avec lui. Et mon grand-père apporte son savoir-faire professionnel de typographe et linotypiste, et ils travaillent ensemble quelques années. Après quelques années, Kerensky part aux États-Unis, et mon grand-père reste, et dans les années, ça se passe dans les années 30, mon grand-père continue à travailler dans les mêmes locaux et s'associe avec des confrères juifs. Et des confrères juifs qui sont également venus d'Europe de l'Est. Et après quelques années, et à ce moment-là, l'entreprise change de nom. Elle s'appelle désormais SNIE, la Société Nouvelle d'imprimerie et d'édition. Et ils développent ensemble une clientèle principalement composée d'exilés des régimes oppressifs, et ils impriment dans toutes les langues européennes. Ils impriment également en yiddish et en hébreu. Et
à mon grand-père avec ses associés, chacun apportant son savoir-faire, ils maîtrisent parfaitement toutes les techniques et le matériel dont ils se sont équipés. Alors on ne va pas passer beaucoup de temps sur le matériel, mais il faut quand même en parler. La machine que je vous montre sur la diapo, c'est la linotype. C'est une machine qui pèse 1,4 tonne et qui a complètement transformé la composition des textes à la fin du XIXe siècle. C'est un brevet tout à fait spécial. Du point de vue mécanique, c'est un bijou de technologie. Depuis Gutenberg jusqu'à cette invention, les caractères étaient assemblés à la main pour former des lignes. Avec la linotype, l'ouvrier compose des lignes grâce à un clavier de 90 touches. Et les caractères sont assemblés, le plomb est fondu, tout ça dans la même machine. C'est un progrès énorme. Et l'imprimerie possède plusieurs linotypes pour servir la clientèle. Et ces machines vont servir jusqu'aux années 60 à 80 à peu près, et elles sont progressivement supplantées par les photocomposeuses, puis par les ordinateurs. Et l'une de nos machines est encore en état de fonctionnement dans un musée patrimoine dont je vous parlerai plus tard. Et la conservatrice du musée a retracé le parcours de cette linotype. Elle a été fabriquée aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Elle a été utilisée à Chicago jusqu'aux années 20. Elle a été démontée ensuite pour traverser l'Atlantique parce qu'elle avait été achetée d'occasion par mon grand-père avec Kerinsky. Ensuite, la machine est restée dans les locaux et elle a été utilisée par mon grand-père et ses nouveaux associés. Et elle est restée rue de Ménilmontant jusqu'au début des années 50 et elle est partie ensuite dans les nouveaux locaux de notre famille, ce que mon père a monté, ceux de la rue de Charenton. Et quand on a arrêté de l'utiliser, nous avons versé ce matériel dans un fonds patrimonial qui est maintenant au musée de Malesherbes. Et elle est encore... Alors le musée, j'en parle après, on reviendra dessus. Voilà. Et elle est visible depuis 2018. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du bruit de l'atelier. Toute cette mécanique, c'est du lourd. Et Ménilmontant, il faut essayer de se replacer dans l'ambiance de l'époque. Ménilmontant, c'est un quartier d'habitation et on vit avec le bruit de tous ces ateliers, parce qu'il n'y a pas que l'imprimerie, il y a des ateliers de chaussures, de couture, de tout un tas de choses. Et ce bruit mécanique, c'est terrible. Mais c'est le signe d'une vitalité, c'est le signe du fait qu'il y a du travail. Et si les machines se taisent, c'est mauvais signe. Et à ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. De l'autre côté du boulevard de Ménilmontant, ou du boulevard de Belleville, plus bas, il y a la rue Saint-Maur. Et là-bas, il y avait notre fournisseur de plomb, les alliages d'étain et dérivés. Et ça, c'était une petite société. Et puis chez eux, comme dans toutes les entreprises, des fois les affaires vont bien, des fois elles vont moins bien. Alors quand la secrétaire décrochait le téléphone pour les clients, quand ça faisait pas de bruit, c'était pas bon signe. Alors le patron, il tapait sur des choses métalliques pour faire du bruit, pour faire comme si les affaires marchaient très bien. Et c'est une anecdote que la secrétaire nous racontait encore des années après. Voilà. Bon, alors revenons maintenant à l'atelier et à ces machines à imprimer. Donc, les machines à imprimer, je ne vous les montre pas parce qu'en général, c'est ce qu'on voit quand on voit des petits films sur la presse, on voit les grosses machines qui tournent, ça vous connaissez. Et des machines comme ça qui impriment mécaniquement, nous, on en avait plusieurs et ça prend beaucoup de place. C'est des machines qui peuvent imprimer des feuilles d'environ 70 cm sur 1 mètre.
Donc vous imaginez la taille, parce que le papier est stocké à l'entrée, il est stocké à la sortie, et puis il y a la partie où ça roule. Donc c'est volumineux. Bon, maintenant ce que vous voulez savoir quand même, c'est qu'est-ce qu'on imprimait. Je vous montre, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a imprimé, mais je vais vous donner quelques exemples caractéristiques. Alors, on avait des publications, parmi nos clients, c'était des publications de femmes et d'hommes en lutte pour un monde meilleur, plus juste. Et par exemple, cet hebdomadaire féministe, La Française, qui était dirigée par Cécile Brunschvicg, Cécile Brunschvicg, elle a été sous-secrétaire d'État dans le gouvernement de Léon Blum. C'était la première femme à rentrer dans un gouvernement français. Et notez qu'à ce moment-là, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Donc c'était vraiment très, 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 très novateur. Et alors justement, j'ai fait un agrandissement de la dernière page du journal et on voit le nom d'imprimeur. C'était encore en 1932, la Société Nouvelle d'Édition Franco-Slave. Voilà, vous avez vu? Je ne sais pas si on voit, si c'est assez lisible. Alors, une autre publication, La Révolution prolétarienne. Alors, il s'agit d'une revue. C'est le client qui a eu la plus grande longévité comme client dans notre entreprise. Depuis les années 30 jusqu'en décembre 2009. Donc, alors évidemment, avec une succession et d'imprimeurs et de rédacteurs en chef. Mais la revue était toujours là. Et alors, c'est une revue syndicaliste qui était issue de la scission de Tours du congrès de la SFIO de 1920. Vous savez, quand les socialistes se sont séparés des communistes à ce moment-là. Et donc cette mouvance-là s'est mise très très tôt en opposition particulièrement virulente face au régime de Moscou. Et des plumes illustres, ils signaient des articles. Alors par exemple, pour citer des gens que vous pouvez connaître, il y avait Albert Memmi qui signait beaucoup d'articles sur l'émancipation des peuples. Albert Memmi, c'est très à gauche. Oui, c'est très à gauche, bien sûr. Albert Memmi, maintenant, il doit être quasiment centenaire, il est encore en vie. Voilà. Et Robert Debré signait des articles aussi dans cette revue. Et Daniel Béresniak. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur Daniel Béresniak, sujet intéressant. Daniel Béresniak, c'est un cousin germain de René Goscinny. Et leur grand-père commun, c'est-à-dire le grand-père commun de Goscinny et de Béresniak, avait fondé quelque chose comme une décennie avant notre famille, aussi une imprimerie du même type à Paris. Aussi une imprimerie où ils imprimaient en toute langue européenne et en yiddish. Voilà. Et ils possédaient aussi un très très beau fond typographique. Et voilà. Donc pour en revenir à notre entreprise, elle se développe et la montée des régimes fascistes encourage les opposants basés à Paris à publier de plus en plus. Entre les journaux yiddish, les opposants au régime de Franco, les exilés d'Europe de l'Est, des réfugiés d'Allemagne, le Front populaire, les grèves et les luttes syndicales, bref, le travail ne manque pas. Mais arrive la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, il y a aussi encore une histoire passionnante. Ma famille n'a pas répondu à l'obligation de se déclarer juive, contrairement aux associés de mon grand-père. Alors, comme les associés étaient déclarés juifs, l'imprimerie devient automatiquement estampillée Jüdisches Geschäft. Alors, la situation devient compliquée. Les associés de mon grand-père doivent rapidement se cacher et certains n'échapperont pas à la déportation. Mais mon grand-père et mon père, qui pour le moment, jusqu'en 1941, sont encore
non juifs pour les autorités, ils peuvent continuer leur activité. Et ils entament une activité d'imprimeurs résistants dans les locaux. Et comment ça se passe? Ils sont reliés à un réseau résistant qui fournit du papier. Et le papier, à cette époque, était rationné. Les textes sont composés et le papier est imprimé, principalement des tracts. Et immédiatement après, on refond le plomb et ça laisse plus de traces. Et parallèlement, il y a un réseau de résistants qui emporte discrètement les imprimés sur des charrettes et ça fonctionne pendant pas mal de temps. Jusqu'à un certain point. Et alors, dans ce cadre, mon père avait même imprimé le journal L'Humanité, parce que l'imprimerie qui imprimait L'Humanité n'était plus en état d'imprimer, et parce que leur matériel avait été confisqué par les autorités. Voilà. Donc, sur la photo, vous avez une reconstitution d'ateliers clandestins. Donc, c'est un peu dans la pénombre, parce que justement, c'est clandestin. Chez nous, le clandestin, il était vraiment très caché. C'était les vrais locaux de l'imprimerie qui n'avaient pas bougé. Mais comme c'était la 3e cour d'une maison de la rue de Ménilmontant, il fallait vraiment être du coin pour savoir, oui, si on ne met pas un fléchage. Juste, comment chatnik, ça pouvait ne pas être juif? Il y a plein de chatniks pas juifs. Voilà. Donc la question était, c'était pas un problème, ça. Alors là, cet atelier clandestin reconstitué, il se trouve au fameux musée de Malesherbes. Et c'est la salle dédiée à ma famille dans cet établissement. Alors, on y voit de gauche à droite. D'abord, le meuble avec les cases d'imprimeur, c'est-à-dire qui contient les caractères en plomb. On y voit au premier plan une machine à écrire et une machine à ronéotyper. Ça, c'est pas vraiment du matériel d'imprimerie lourd, mais c'est du matériel léger que les résistants utilisaient souvent dans des appartements, mais c'est du matériel très discret. Et puis, la linotype, notre fameuse linotype. Voilà. Donc, tout ça, ça fonctionne pendant quelques mois. Mais fin 1941, suite à une visite d'un officier allemand dans les locaux, mon père perçoit ça comme un signal d'alarme, bien que l'officier allemand soit venu pour une toute autre raison. Mon père flaire le danger, et alors à ce moment-là, mes grands-parents et leurs 2 fils descendent d'Ardard dans l'Aveyron, et là-bas, ils échapperont aux persécutions. À la fin de l'été 1944, Paris est libéré, et également la région où ma famille a passé la fin de la guerre. Donc c'est le retour à Paris et la reprise immédiate de l'activité. Et comment est-il possible de reprendre l'activité? À son départ, mon grand-père a vendu fictivement l'entreprise à un imprimeur résistant nommé Georges Bougeot, qui exerçait dans le même quartier. Et celui-ci, pendant toute cette période, n'est jamais entré dans nos locaux. Il a conservé les clés. Et quand mon grand-père est arrivé, il lui a restitué les clés, comme ça, tout simplement. Il y avait juste une grosse couche de poussière. Injuste parmi les nations. C'est injuste, oui, tout à fait. Et donc, comme c'était prêt à redémarrer l'activité, eh ben, ils ont pu retravailler. Malheureusement, ce n'était pas le cas de tous les associés de mon grand-père. L'un a pu fuir aux États-Unis, certains ont été déportés, enfin les autres ont été déportés, et l'un d'entre eux est revenu d'Auschwitz en 1945 et n'a pu reprendre le travail qu'après une longue période de réhabilitation. Voilà. Revenons à fin 1944, donc Yehuda et Henri, mon grand-père et mon père, sont les seuls imprimeurs parisiens en état d'imprimer des caractères hébreux à ce moment-là. Et yiddish. Oui, caractères hébreux et yiddish. Et il y a un besoin d'expression immense.
Et en 1945, le papier est très contingenté. Et il est réservé aux publications qui n'ont jamais été du côté de la collaboration. Et voilà. Donc, mais comme leur clientèle était du côté qui va bien, donc eux, ils pouvaient travailler, tout va très bien. Et les journaux yiddish reprennent, et les journaux yiddish ont à ce moment-là une intense activité. On revient après sur les questions, s'il te plaît. Voilà. Et donc, je vous mets là un exemple de ces fameux caractères hébreux, des caractères historiques en plomb. Alors, sur la partie supérieure, on a des caractères bâtons et en bas, des caractères en empattement. Alors, vous les voyez à l'envers parce que quand on imprime, il faut les mettre à l'envers pour les voir à l'endroit sur le papier. Voilà. Et ça, c'est une petite boîte plate qui mesure à peu près 18 cm sur 25. Donc, c'est tout petit, mais ça pèse à plus de 3 kg. Donc, c'est vraiment, ça ne se manipule pas comme ça, ces choses-là. Oui, et l'entreprise possède les caractères de plusieurs polices, des normales, du gras, de l'italique, dans différentes tailles, parce qu'il faut pouvoir faire les titres des journaux, il faut pouvoir faire le texte principal. Donc ça demande vraiment un gros équipement. C'est pas comme maintenant avec l'ordinateur, on a juste à l'écran la taille du titre. À l'époque, on ajustait la rédaction du titre en fonction de la place qu'on avait. Et donc ces caractères-là, il y en a un petit peu, ceux qui sont en hébreu, ceux en français, on ne les a pas conservés. Ceux en hébreu yiddish, il y en a quelques-uns qu'on a remis à la Maison de la Culture Yiddish à Paris, et la grosse partie est stockée dans les soutes de la Maison de la Culture, dans les soutes du Mémorial de la Shoah à Paris. Voilà. Il y a aussi des caractères en bois dans notre collection. Et ça, ces caractères, je voulais vous les montrer parce qu'ils ont une histoire très, très particulière. Ils ont été créés, dessinés après la guerre. Et voilà comment ça se passe. En 1946, mon grand-père embauche du personnel. Et dans ce personnel, il y a des survivants de la Shoah. Et parmi eux, il y a un ancien chauffeur qui apprend à travailler en atelier. Et mon grand-père lui confie la mission de dessiner des beaux caractères pour faire des affiches. Et à partir de ces planches, mon grand-père a fait graver les lettres sur du bois de poirier. Le bois du poirier, c'est un bois qu'on utilise pour les caractères en bois. Et voilà, donc je trouve que ça a un très beau design. Et ces séries, elles sont aussi au Mémorial et à la Maison de la Culture Yiddish. On en a plusieurs boîtes. J'ai commencé à vous parler du personnel qu'on avait. Et évidemment, on n'a pas gardé tous les registres du personnel, mais on va pointer sur quelques souvenirs très émouvants. Heureusement que j'étais là, parce que sinon, vous auriez gardé. Voilà, donc on en avait plein les placards. Oui, Félix dit qu'on avait plein de registres du personnel dans les placards, donc on en a gardé un, celui qui était vraiment spécial. Donc on va revenir aux années d'après-guerre et aux survivants de la Shoah. On disait le Khurban à l'époque, en yiddish. Voilà. Alors, on va d'abord regarder l'objet à droite, c'est le dos d'un tannar. Et alors, ils avaient embauché un employé religieux qui s'appelait Akiva Berliner. Et il était passé par plusieurs ghettos et camps de concentration. À Lodz, dans le ghetto de Lodz, il avait récupéré le tannar de quelqu'un qui avait été assassiné. Et il a gardé avec lui, pendant toute la guerre, cette Bible. Dans tous les camps, il est passé par différents camps, par tous les camps où il est passé, il a réussi à le conserver. Moi, je me suis toujours demandé si c'était lui qui essayait de conserver le tannar ou si c'est le tannar qui l'avait maintenu en vie. C'est vraiment très fort comme chose. Donc on l'a
on l'a gardé. Et vers 1950, Akiva Berliner réussit à localiser de la famille à lui aux États-Unis. Et il part les rejoindre. Il laisse ce livre à mon grand-père. Ouais. Et ce livre, on l'a eu chez nous jusqu'à il y a quelques mois. Et j'ai dit, ça ne peut pas rester chez nous. Parce que finalement, c'est un Tanakh qui n'a rien de spécial. Il a été imprimé, on va dire, en 1910 en Pologne. C'est banal comme tout. Les enfants ne sauront pas ce que c'est. On l'a remis dans le cadre de l'opération L'Esof et Ashfarim à Yad Vashem. Voilà. Et l'histoire a été consignée là-bas. C'est un témoignage. On a retrouvé dans les registres de Yad Vashem qui était le précédent propriétaire de ce Tanakh parce qu'il avait laissé son nom dedans. Et on sait qu'il a effectivement été assassiné à Lodz. Voilà. On va revenir au registre du personnel qui est à gauche. Et en septembre 1947, mon père, à ce moment-là, a 24 ans. Donc après avoir fait son apprentissage avec son propre père, il vole de ses propres ailes et il monte sa propre imprimerie dans le 12e, l'établissement que certains d'entre vous ont connu sur la rue de Charenton. Et j'ai retrouvé le premier registre du personnel. Et on va s'arrêter sur une des premières pages. Et donc mon père embauche Abraham Gilberg et ce monsieur, c'était aussi un survivant de camp de concentration. Il a travaillé comme linotypiste yiddish depuis septembre 1947, ça c'est sa première page dans le registre du personnel, et jusqu'à son départ en retraite dans les années 80. Voilà, donc c'est toute une vie. Et quand il a quitté, donc il composait les journaux yiddish. Et quand il est parti en retraite, c'était déjà difficile de trouver des linotypistes en yiddish. Donc on l'a remplacé par Jacques Intrator, certains l'ont peut-être connu. Jacques Intrator, c'était le linotypiste yiddish qui composait Unser Wort. Unser Wort, c'est un journal qui avait sa propre imprimerie. Mais comme Unser Wort au départ était un quotidien et qu'avec les années le lectorat avait baissé, il n'était plus employé à temps plein, donc le temps qui lui restait, il venait travailler chez nous pour composer les derniers journaux yiddish qu'on faisait. Et nous, on l'a employé jusqu'à sa retraite. Et alors, ce Jacques Intrator, Elie Wiesel parle de lui, parce qu'Elie Wiesel a beaucoup fréquenté les salles de rédaction et les imprimeries, et il le décrit comme le dernier linotypiste yiddish de Paris dans son livre « Tous les fleuves vont à la mer ». Et qu'à l'époque, les clients venaient à l'imprimerie passer dans ouais, ça c'est après. Et donc, Intrator, chez nous, il a composé Unser Stimme et Unser Weg, jusqu'à ce qu'on arrête la linotype, parce que lui partait aussi en retraite. Et nous, on a embauché à ce moment-là Jeannette Bokobza, qui est ashkénaze malgré son nom, et qui venait de Bruxelles, et ça c'était à la fin des années 80, au début des années 90. Et elle a poursuivi le travail de saisie sur ordinateur, pendant que moi je faisais la mise en page. On s'était partagé la tâche. Voilà. Ça, c'était l'histoire des journaux yiddish. Alors, on faisait aussi des travaux en hébreu. Alors, on revient un petit peu en arrière. Il y a une période où les deux imprimeries coexistent simultanément, celle de mon père et celle de mon grand-père. Et mon père développe son activité, et quand son activité est suffisamment développée, mon grand-père quitte la rue de Ménilmontant et rejoint son fils, et l'associé de mon grand-père reste seul et poursuit l'activité là-bas. Voilà. Donc,
Donc la rue de Charenton, ça se développe bien. Juste à une certaine période, ils ont employé jusqu'à 40 personnes, ce qui était énorme. C'était une petite usine en plein Paris. Et on va jeter un petit coup d'œil à des travaux en hébreu qu'on faisait. Alors, à droite, le Sefer Ezrat Nashim du rabbin Meir Feuerwerker. Non, Verger. À pas confondre avec Feuerwerker qui était à la rue Chaslou-Laubat. Lui, Meir Feuerwerker, je ne sais pas s'il a eu une communauté à Paris, je crois qu'il a exercé à Londres, mais je ne sais pas pourquoi il était client là, parce que lui, il exerçait à Londres. L'éditeur du livre, il y a marqué Bruxelles, Francfort am Main. Donc je sais pas exactement ce qu'il en est, mais le livre a été imprimé chez nous et il y avait une question cruciale qui se posait, c'était le problème des agounotes. Et donc c'est un livre de responsa sur le problème des agounotes. Il y avait tellement de femmes dont on ne savait pas ce qu'étaient devenus les maris pendant la Shoah, et il fallait bien trouver des solutions. Et donc il y a 3 tomes de responsa. Il y avait une autre... le livre de gauche, c'est aussi une autre figure de la communauté juive parisienne, le rabbin Shmuel Rubinstein, qui était rabbin à la rue Pavée, que certains ont peut-être encore connu, et qui a publié son Sefer She'erit Menachem. C'est un livre en plusieurs tomes, et il y a encore des gens qui étudient dans cet ouvrage actuellement, et il a été réédité en Israël récemment. Voilà. Et chez nous, il y a des clients religieux, il y a aussi des clients non religieux. Et il y a une presse militante terrible. Et une presse militante qui représente donc une partie importante de la clientèle. Et cette presse militante, il y a la presse yiddish, mais il y a aussi une presse juive francophone qui se développe. Parce qu'après la guerre, la jeune génération ne lit plus si couramment le yiddish que ça. Donc, il faut bien s'exprimer en français. Alors, il y a des noms de journalistes qui vous sont certainement familiers, comme celui d'Henri Boulavko. Et puis, on note une évolution dans ces journaux. Par exemple, avant la guerre, le Bund, mouvement syndicaliste, socialiste, c'était un mouvement qui n'était pas du tout sioniste. La jeune génération, après la guerre, elle prend très largement ses distances avec cette idée-là et devient nettement plus sioniste, tout en restant dans un militantisme socialiste. Et c'est dans ce contexte que Henri Mincelès fonde le Réveil des jeunes. Et ça, c'est une aventure qui a duré 2-3 ans et qui a commencé en décembre 1944. Ça, c'était pour vous montrer aussi qu'en décembre 1944, on était déjà en état d'imprimer des choses. Donc vous voyez sur le logo le 32 rue de Ménilmontant. Et comment ? Ouais. Et alors, ce qui est amusant, notez la mention « Travail exécuté par des ouvriers syndiqués ». C'est une mention qu'on faisait figurer très, très fréquemment à l'époque. Autrement dit, le travail était fait par du personnel légal en respect des obligations de protection du salarié. Enfin, tout ce qu'il faut, c'était cacher le mahadrin comme il faut. Et dans les années 2000, moi, j'étais devenue la patronne de l'entreprise. Mais nous, on avait encore des clients du monde syndicaliste, pas du monde juif, mais du monde syndicaliste. Et quand je mettais en page moi-même certaines revues, moi, je m'amusais de voir figurer encore cette mention. Voilà, moi qui pouvais travailler 14 heures par jour sans être dénoncée. Voilà. Alors, on va passer à encore une autre belle histoire. Il y avait un jeune journaliste à l'époque, Tony Green, qui mérite notre attention. Comme Boulavko et Mincelès, c'était un militant et c'était aussi un copain de mon père. Green
il s'était illustré pendant la guerre comme faussaire. Il avait réalisé pour de nombreux juifs de fausses pièces d'identité. Il volait des tampons dans les mairies. Enfin, il était super débrouillard. Et il avait organisé une filière pour le passage d'enfants en Suisse. D'ailleurs, il a une vitrine qui lui est consacrée à Yad Vashem. Et pendant quelques années, il est rédacteur en chef du quotidien Unser Wort. Et lui, c'est un sioniste convaincu. Et en 46-47, il est extrêmement sensible aux problèmes des personnes déplacées qui croupissent dans des camps et en attendant de pouvoir entrer en Eretz Israël, en Palestine mandataire. Et là, il entraîne mon père dans une aventure incroyable. C'est la seule activité clandestine que mon père a effectuée après-guerre. Imprimer des fausses cartes d'identité pour permettre à ces malheureux d'entrer en Palestine mandataire au nez à la barbe des Britanniques. Alors mon père ne parlait pas de cette activité. Il a osé en parler seulement dans les années 2000. Parce que bon, là, le régime britannique, c'est quand même un régime respectable. C'est pas comme le régime nazi. Donc, fallait quand même être prudent. Alors, mon père en a parlé dans les années 2000. C'était resté entre Tony et lui. Et Tony, qui était très très débrouillard, avait fourni le papier à mon père. Et mon père a imprimé 3000 fausses cartes. Pour pouvoir passer l'entrée à Haïfa. Alors, je ne sais pas ce que... Oui, c'est détenu par les autorités anglaises. Qu'est-ce qu'ils avaient comme nationalité à ce moment-là dans ces faux papiers? Je ne sais pas. Ils étaient apatrides, mais sur les faux papiers, je ne sais pas. C'était probablement des visas qui leur... Mais alors, donc Green, mon père imprime environ 3000 cartes et il ne sait pas ce qui se passe après. Tony Green fait son alia en mai 48, juste à la veille de la création de l'État d'Israël. Et seulement vers la fin des années 70, mon père fait son premier voyage en Israël. Et là-bas, il rencontre Tony, il va le voir. Tony, il est journaliste au Letzte Neues, c'est un journal yiddish qui paraissait à Tel Aviv. Et ensemble, ils s'évoquent des vieux souvenirs de copains. Et là, Tony lui révèle que les 3000 cartes, elles ont servi à faire rentrer 20 000 personnes en Israël. Parce qu'en fait, quand les gens arrivaient avec les cartes, elles repartaient. Voilà. Et ça servait à une nouvelle vague d'immigrants. Voilà. Alors Tony, c'est le personnage qui est à gauche de l'image. Sa femme est à droite et au centre Ben Gurion. Voilà. Alors à côté des journaux, ils sortent de nos presses des imprimés en lien avec l'éducation juive. Et les années 50 voient un véritable renouveau. Impossible de citer tout le monde. Ne vous vexez pas. Par exemple, la revue Amoré avec ses rédacteurs en chef, Louis Cohn, puis Madame Guggenheim, qui ont accompagné les enseignants des écoles juives de 57 à 2012. Ça, c'était des clients aussi qui sont restés très très longtemps clients. Il faut que je vous cite les ouvrages d'Isaac Pougatch sur les fêtes juives et celui-ci sur Castor, le fondateur des éclaireurs. Et j'ai aussi une petite affection pour la première géographie de l'État d'Israël en français. Et oui, je l'ai à la maison. C'est un livre qui a été rédigé par Lucien Lazare. Mais alors, quand on ouvre les pages et qu'on regarde les chiffres et qu'on voit comment le pays s'est développé, là, on se dit qu'on habite vraiment au pays des miracles. Et puis, on a éducation religieuse. Et voilà, si l'ancienne génération, celle de mes grands-parents, pouvait étudier les textes et les commentaires directement en hébreu,
La nouvelle génération, pas du tout. On a tous étudié. Et c'est ce qui a motivé la Fondation Lévy à publier une série d'ouvrages majeurs qui a accompagné l'étude juive de toute la communauté francophone. Alors à gauche, le Chumash Rashi traduit en français. L'ancienne édition, c'était ce en sky marron que vous avez sûrement tous à la maison. L'édition rouge, c'est la nouvelle édition qu'on a aussi confectionnée. Et puis la Voix de la Torah du rabbin Munk. Je les ai photographiés dans ma bibliothèque. Alors comme ils ont servi, alors ils sont pas... Ils ont plus que servi. On voit qu'ils ont servi. Et pour notre entreprise, je crois que c'est une collaboration avec la Fondation Lévy pendant plus de 40 ans. Et des clients qui restent fidèles sur de si longues périodes, je vous ai dit, c'est une caractéristique de notre entreprise. C'est vrai pour les périodiques, parce qu'il s'établit une complicité entre la rédaction et l'imprimeur. Le rédacteur apporte le matériel, l'imprimeur connaît à l'avance les points clés auxquels le journal est attaché. Et voilà, les publications en yiddish étaient nombreuses au départ. Et avec les décès dans le lectorat et les journalistes, tous nos clients ont progressivement arrêté leurs publications. Moi, personnellement, j'étais toujours très émue quand je passais devant le kiosque de la place de la République, à côté de la caserne de la garde républicaine, et je voyais qu'on y vendait les journaux qu'on avait fabriqués. Ça, c'était un signe très sympathique. Alors, je vous ai sélectionné un des derniers, Unserweg, pas vraiment le dernier, mais bon, il est sympathique, celui-là. C'était une publication yiddish, sioniste religieuse, et alors, je vous ai mis l'exemplaire de Yom HaAtzmaut 1996, le 48e Yom HaAtzmaut. Et c'est une publication qui a été maintenue à bout de bras pendant des années par son vaillant rédacteur Shulem Klinger. Et remarquez en bas, j'ai gardé celui-là, parce que là, dans le coin, au milieu en bas, vous avez la photo du rabbin Isidore Frankfurter, et vous connaissez sûrement Isidore Frankfurter. Ceux qui vont au centre Frankfurter d'Erer Bethléem, c'est un centre que ses enfants ont fait à sa mémoire. Voilà. Et puis quand vous regardez les publicités, eh ben, ça évoque aussi tout un tas de souvenirs de l'époque. Voilà. Et c'est un journal qui ne faisait que 4 pages, mais de très grand format. Donc il y avait vraiment de la lecture et il était diffusé un peu partout dans le monde. Alors si vous voulez encore une anecdote rigolote, moi en été 2000, on va en vacances en Scandinavie. Le Shabbat, on est à la synagogue de Copenhague. Et le grand rabbin de Copenhague fait un sermon de 45 minutes en langue danoise. Mortel. C'est mortel. Donc, avec mes enfants, on sort de la synagogue et en face de la synagogue, il y a la grande bibliothèque municipale de Copenhague. On entre dans la bibliothèque pour s'installer, pour voir s'il y aurait quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le Unserweg du mois d'avant. Et effectivement, ils avaient des abonnés dans le monde entier. C'est très, très... Et ça sortait de chez nous, c'était notre journal. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas conservé vraiment de fonds d'archives personnelles de ces journaux, mais comme la loi française prévoit qu'on les dépose à la Bibliothèque nationale, je suppose qu'ils sont bien conservés là-bas. Et j'ai une publication sur laquelle j'ai un petit regret, parce que je ne sais pas si ça a été vraiment déposé. On publiait des annuaires professionnels. Et il y avait une association syndicale yiddish qui était l'association des tricoteurs. Et leur publication s'appelait Der Stricker, ça veut dire tricoteur en allemand, en yiddish. Et ils avaient un journal professionnel et un annuaire. Maintenant, les annuaires professionnels, c'est sur Internet. Plus personne n'imprime d'annuaire professionnel. Et puis, en plus, si c'était dans le domaine du textile, maintenant, ces annuaires en France,
il serait en français ou en chinois ou en turc. Bon, alors ça, j'ai un petit regret. Je l'ai jeté quand on a quitté les lotos de la rue de Charenton parce qu'on ne peut pas tout garder. Et celui-là, bon, il est parti. Voilà. Et j'ai mis en bas à droite notre logo en couleur. Voilà. Alors, et on a vu jusqu'à présent plein de publications juives, mais elles n'ont jamais représenté plus de 10 à 15% de notre activité. Donc c'est vous dire s'il y avait beaucoup d'autres choses, même si ces publications juives représentaient beaucoup du point de vue affectif. Alors je vais vous montrer rapidement des exemples de revues associatives ou syndicales qu'on a comptées pendant de longues années dans notre clientèle. Alors l'Union pacifiste et les citoyens du monde, c'est des mouvements assez proches. Et concernant l'Union pacifiste, son mensuel illustrait ses articles par des dessins de Cabu. Inutile de vous dire mon ressenti au moment où j'ai appris l'attentat de Charlie en janvier 2015. Oui, c'était quelqu'un que j'avais connu. Donc, la recherche sociale, c'est qui publiait des travaux de sociologie et son ancien directeur est encore à ce jour un client. La revue Espoir, c'était la revue de l'Institut Charles de Gaulle. Elle nous avait choisis pour notre qualité de travail et aussi parce que notre entreprise avait été active dans la résistance. Et puis, vous êtes à la fois De Gaulle et Cabu. Oui, c'est ça, c'est deux mondes, mais tout le monde se respectait. Et puis les publications syndicales de la FEN, de l'UNSA, le SNPTES et d'autres, c'était une très très grosse part de notre activité parce qu'il fallait être très réactif. Il y avait des périodes de pointe comme les grèves, les élections syndicales, les rentrées scolaires. Voilà, ça c'est aussi un gros pan d'activité. Et les publications chrétiennes. Avant la guerre, probablement, aucune paroisse n'aurait confié l'impression de son bulletin à un imprimeur juif. Et puis les choses ont évolué avec le développement des amitiés judéo-chrétiennes. Et ces journaux nous ont donné des occasions de dialogue avec des chrétiens très ouverts. Et le dialogue, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on parle dans une imprimerie. Le client apporte le travail, il donne les consignes, et puis après, on discute de plein de choses, et pendant très longtemps. Et mon père avait une patience exceptionnelle pour ça. Il savait écouter. Et moi, je lui disais, le client, il avait en cadeau bonus un psychothérapeute, avec le prix de l'impression. Et bon, mon ami Frédéric Tachot, qui s'occupe de notre collection patrimoniale, lui, il appelle ça la typothérapie. Alors, je vous montre encore quelques exemples de publications qui peuvent vous évoquer des souvenirs. Là, on est dans des choses récentes auxquelles voilà, des choses plus récentes, des choses moins récentes. On a beaucoup travaillé. On travaille avec le cercle de généalogie juive. On travaille avec l'amicale de Lausée, qui est une association qui continue encore ses parutions. Évidemment, Amoré, ses suppléments, les documents du CDJC qui est devenu le mémorial de la Shoah, le livre de Janine Zerbib qu'on a d'abord publié en français et qu'on a publié ensuite en Israël, en hébreu. Oui, et c'est l'association dont Félix était directeur. Oui, on a imprimé et édité la version française. On a travaillé pour l'aumônerie israélite des armées, le journal de notre communauté Mishkenot Israël, dans lequel notre famille et la famille de Myriam Bloch étaient aussi très impliquées. Michel Bloch figure plusieurs fois dans ce journal. Ouais, je ne peux pas tout vous mettre, mais je vous mets des choses pour lesquelles j'ai vraiment qui me tiennent à cœur. L'aventure de Darké Simcha c'était un joli livre de halakha pour les enfants fait par le rabbin Capetas et on a imprimé et édité, et là on a fait plusieurs éditions successives
Et il se vend encore, oui. On a accompagné le centenaire de la synagogue de Vincennes, dont tous les, bon, je ne sais pas s'il y a des anciens ici, dont tous les anciens sont présidents, ont fait leur alia, et certains habitent dans le quartier. Il y a les dictionnaires yiddish. C'était un gros travail pour l'imprimeur, mais c'était un encore plus gros travail pour le rédacteur. Et l'histoire des Juifs à Polytechnique, Félix est venu déjà ici au Moadone vous en parler. Et puis une mention particulière pour les publications du comptoir du livre du Keren HaSefer, qui avait été fondé par Félix Schliachter et Harry Cassel. Et ça, ce sont des livres qui ont donné un accès en français aux textes fondateurs de notre tradition juive. Et après le décès de Schliachter, Cassel a poursuivi seul cette œuvre immense jusqu'à un âge très très avancé. 93 ans. Quasiment jusqu'à la fin, il s'en est occupé. Quand on va à la librairie La Procure, qui est une immense librairie catholique, vous avez un immense rayon du Keren HaSefer dans lequel il y a plein de catholiques qui vont prendre des livres là-bas, qui vont acheter des livres là-bas, parce qu'ils y trouvent tout un tas de sources juives de leur tradition. Ouais. Donc c'est des revues qui se vendent encore partout. Voilà. D'un côté, on a notre patrimoine historique, donc les caractères hébreux qui sont au Mémorial de la Shoah et à la Maison de la Culture Yiddish, le matériel lourd qui a été remis à l'association Format Typographique. C'est une association qui est basée à Saran dans le Loiret. Frédéric Tachot, son épouse Brigitte et leur fille Morgane, ils entretiennent ce matériel et le font encore fonctionner. Pour des raisons de place et d'accessibilité, certaines pièces de notre collection ont été transférées au nouveau musée de l'imprimerie à Malesherbes. Malesherbes, c'est le plus grand musée d'imprimerie d'Europe. Il a ouvert en octobre 2018, c'est à 70 km de Paris, c'est la dernière station du RER et c'est un espace absolument extraordinaire, passionnant, qui mérite le détour, même si c'est un petit peu loin de Paris. Et c'est vraiment une ouverture sur le monde de l'imprimerie et du livre. Et là-bas, Frédéric Tachot anime des démonstrations régulières. Et il y a la fameuse salle que je vous ai montrée tout à l'heure, consacrée aux imprimeurs résistants, dédiée à mon père et à mon grand-père. Et puis, il n'y a pas que le passé. Pour moi, l'aventure continue en Israël. J'ai encore des clients en France, j'ai des nouveaux clients en Israël. Les nouveaux procédés d'impression offrent la possibilité d'imprimer des petits tirages en couleur, ce qui permet de laisser sur papier des souvenirs familiaux, par exemple. Et voilà. Et cette année... Par exemple, il y a Milka Shmulevitch qui a imprimé... Ah oui, Milka Shmulevitch qui est venu donner une conférence ici. Voilà. Alors cette année, j'ai déposé ma candidature pour avoir ma page dans l'agenda contributif des professionnels des arts graphiques israéliens et j'ai été retenue. Et ça, à droite, c'est le visuel qui sera imprimé le mois prochain, qui dans l'agenda qui va commencer à Rosh Hashanah. Et voilà, et j'ai choisi d'y rendre hommage à mon grand-père et à mon père, 3 pays, 3 générations, et toujours l'envie de fournir, en les intégrant avec des illustrations, des textes harmonieux et lisibles. Voilà. Merci de m'avoir écouté.